C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, le gouvernement poursuit les échanges avec le service public engagé dans les réformes administratives. Reçu par le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mosito, une délégation de l'inspection générale du travail a obtenu des assurances sur son intégration à la paye au cours du 4e trimestre 2026. Cette mesure concerne les agents recrutés dans le cadre de la réforme de l'IGT et s'inscrit dans le processus de modernisation de l'administration publique et de renforcement de l'inspection du travail en République démocratique du Congo. Suivez. Reçu par le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mosito, une délégation de cette administration est venue défendre plusieurs revendications, notamment l'intégration des agents à la paye, la mécanisation du personnel et l'amélioration de leurs conditions de rémunération. Les comités de suivi de la paye a annoncé que l'inspection générale du travail est désormais programmée pour son intégration à la paye au cours du 4e trimestre 2026. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans hésitation que après arbitrage, notre service d'inspection générale du travail est programmé pour l'intégration au 4e trimestre de cette année. Et en dehors de ça aussi, nous avons discuté du respect de notre grille barémique et aussi le lancement ou bien la prise en compte de la grille des agents administratifs. Le BPM a hérité du passif et de l'actif du ministère. Bien que le recrutement ait passé en 2023, mais aujourd'hui c'est lui qui est là. C'est lui qui doit trouver des solutions durables pour notre service. Nous nous sommes référés à lui en tant qu'autorité. Chers collègues, il y a un espoir. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons noté que l'excellence est là pour nous. Les portes sont grandement ouvertes. Il est là pour nous écouter, pour discuter avec nous et surtout pour apporter des solutions durables. Selon le responsable de l'IGT, cette décision marque une avancée importante dans la réforme engagée en 2023 qui a déjà permis les recrutements, les déploiements et l'affectation de 2508 inspecteurs, contrôleurs et agents administratifs sur l'ensemble du territoire national. Ils ont également salué l'écoute des autorités budgétaires et espèrent désormais la concrétisation des engagements pris afin de permettre à cette administration de remplir efficacement ses missions de contrôle du respect de la législation du travail. Le déficit énergétique dans la province du Haut-Lomami s'élève actuellement à 6 MW. En 2 ans, le gouvernement prévoit de combler ce gap et de parvenir à un excédent de 10 MW. C'est le ministre des Ressources hydrauliques Aimé Molendo Sakombi qui a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue à Kanyama-Kasese dans le cadre de la visite d'itinérance du chef de l'État dans cette partie du pays. Regardez. Alors que le déficit énergétique s'évalue actuellement à 6 MW dans la province du Haut-Lomami, le gouvernement prévoit un excédent de 10 MW d'ici 2028. C'est l'annonce du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Aimé Molendo Sakombi au cours d'une conférence de presse tenue à Kanyama-Kasese dans le cadre de la visite d'itinérance du chef de l'État dans cette partie du pays. Pour les numéros 1 de l'électricité, tous les mécanismes sont déjà activés pour parvenir à cette finalité. D'ici fin 2028, nous aurons 210 MW à Bukama. Donc on pourra, au gré de la modification de la dernière loi sur l'électricité qui confère 10% à la population. Donc si vous faites le calcul, il y a 20 MW qui vont revenir dans le périmètre SEL pour desservir la population. Donc d'ici 2 ans, nous allons passer carrément, je peux dire, à un excédent de 10 MW. Pour mémoire, le gouvernement est en train de construire le barrage de Kalende, doté d'une capacité de 149 MW, lequel sera associé au barrage solaire de 60 MW en vue de capaciter la province à hauteur de 210 MW.
Dans un autre chapitre, reconnaître l'afrophobie comme un crime contre l'humanité, c'est le message porté par les républiques démocratiques du Congo au Parlement panafricain qui se tient en Afrique du Sud. Du haut de la tribune, Jacques Ndioli, rapporteur de l'Assemblée nationale de la RDC, a dénoncé les actes xénophobes dans ces pays de l'Afrique australe. Ces actes, à l'en croire, paralysent l'élan du développement de la région. Suivez. Présent dans la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Emebo Gisongara, dans ses assises panafricaines, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Ndioli, a, dans sa prise de parole, décrié la violence devenue monnaie courante en Afrique du Sud qui a conduit à la mort de plusieurs Congolais, notamment un boxeur brûlé vif. Selon le parlementaire congolais, l'aversion contre les Africains n'a pas sa place en Afrique. Le peuple congolais a été choqué il y a quelques jours de voir un de ces boxeurs qui s'est marié ici, qui vit ici depuis des années, être brûlé vif dans sa maison. Ça a été un drame national. Les frustrations peuvent s'expliquer, mais ça ne peut pas faire germer un concept aussi dangereux que l'afrophobie, c'est-à-dire la haine de l'Africain contre l'Africain, la haine du Noir contre le Noir. On pouvait tout imaginer dans ces pays qui nous a appelés à la Renaissance africaine, sauf la création de ces concepts. J'invite donc le Parlement panafricain à se rapprocher du gouvernement sud-africain pour que l'afrophobie soit inscrite comme un crime contre l'humanité, contre l'Afrique. On ne peut pas accepter ça, honorable président. Cette rencontre de haut niveau réunit les présidents des institutions parlementaires du continent autour des enjeux liés au renforcement de la gouvernance démocratique, de l'intégration africaine et de la coopération interparlementaire. Et puis, la sentinelle de ressources naturelles s'est réjouie de l'institution du registre de bénéficiaires effectifs en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le 29 juillet, l'organisation a salué la signature de l'arrêté ministériel numéro 278 du 8 juillet 2026 portant création de ce mécanisme destiné à identifier le véritable propriétaire des entreprises opérant sur le territoire national. Pour cette organisation de la société civile, cette mesure marque une étape importante dans le renforcement du dispositif juridique de lutte contre les blanchiments des capitaux, la corruption, les flux financiers illicites ainsi que d'autres pratiques portant atteinte à la transparence de la gouvernance économique en RDC. Suivez. La sentinelle rappelle que l'absence d'un registre de bénéficiaires effectifs a longtemps favorisé l'opacité dans la propriété des entreprises, ouvrant la voie au conflit d'intérêts, à l'évasion fiscale, au blanchiment des capitaux et à la dissimulation d'actifs. Elle souligne avoir plaidé pour la mise en place de ces mécanismes depuis le 31 mars dernier. Toutefois, l'organisation estime que la signature de l'arrêté ne constitue qu'une première étape. Selon elle, les résultats attendus dépendront essentiellement de l'opérationnalisation du registre, de la qualité des informations qui y seront consignées et du respect de nouvelles obligations par les entreprises concernées. Dans le secteur extractif, est considéré comme stratégique pour l'économie congolaise, la sentinelle des ressources estime que ce registre permettra de renforcer la transparence dans l'attribution des droits miniers, et pétroliers et forestiers, de prévenir les conflits d'intérêts et de faciliter les enquêtes financières. Elle considère également que cette réforme contribuera à améliorer le climat des affaires et à renforcer la confiance des investisseurs. L'organisation appelle ainsi les gouvernements à accélérer la mise en œuvre du registre, notamment par l'instauration de mécanismes efficaces de contrôle et de vérification des informations déclarées, le renforcement des capacités des administrations compétentes et l'application effective des sanctions prévues en cas de fausses déclarations ou de non-déclarations. Enfin, la sentinelle des ressources naturelles exhorte les entreprises à se conformer à leurs nouvelles obligations de transparence, estimant qu'une déclaration complète, exacte et régulièrement mise à jour de bénéficiaires effectifs constitue un levier essentiel pour renforcer la sécurité juridique des transactions et promouvoir une gouvernance plus responsable en République démocratique du Congo. Et puis cette information, dans la suite de sa mission de contrôle de conformité des entreprises minières, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé
poursuit ses descentes sur le terrain. Les équipes conduites par les directeurs généraux Jean-Ted Belishaï ont entamé une nouvelle étape de vérification au sein de Tenke-Fungourme Mining et de Kisanfu Mining. Cette mission vise à s'assurer du respect des dispositions de la loi sur la sous-traitance et à promouvoir une plus grande implication des entreprises congolaises dans le marché du secteur minier. Regardez. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP maintient la pression sur les entreprises minières engagées dans des activités de sous-traitance en République démocratique du Congo. Après la clôture de plusieurs missions de contrôle, l'ARSP a lancé une nouvelle phase de vérification au sein de Tenke-Fungourme Mining et de Kisanfu Mining. Au cours des travaux, les équipes de l'ARSP examinent notamment la conformité des contrats de sous-traitance, les procédures de passation de marché, ainsi que le respect des obligations imposées aux entreprises en faveur des sous-traitants congolais éligibles. Conduite par le directeur général Jean-Ted Belishaï, cette mission s'inscrit dans la stratégie de l'autorité visant à renforcer l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, particulièrement dans les entreprises minières où les secours aux prestataires est important. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne parce que TFM s'est engagé à s'inscrire et à poursuivre dans la voie de promotion des entrepreneurs congolais. Nous sommes convaincus que tout va aller dans le sens à contribuer pour que cette vision du chef de l'État soit matérialisée et soit bien promue au sein de TFM. À travers cette nouvelle série de contrôles, le RSP entend consolider les acquis des missions précédentes et poursuivre ses efforts pour faire de la sous-traitance un véritable levier de création des valeurs locales dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Voyageons cette fois-ci au Lualaba. Le gouvernement provincial accélère la construction des infrastructures éducatives. Les travaux de la clinique universitaire moderne et de l'université moderne de Kolwezi avancent considérablement. Si la clinique universitaire aura une capacité d'accueil de 100 lits, 11 blocs et 3 auditoires d'une capacité de 600 étudiants, l'université moderne de Kolwezi, quant à elle, aura 15 bâtiments, dont 5 réservés aux auditoires avec une capacité de plus de 3000 étudiants. Une initiative de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui exécute sans relâche la politique éducative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires. L'éducation et la santé des Lualabé figurent parmi les priorités du gouvernement Masuka. Plusieurs chantiers initiés par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi évoluent à un rythme satisfaisant. À la clinique universitaire de Kolwezi, les travaux progressent sans contrainte. Cet établissement, d'une capacité d'accueil de 100 lits, comprendra 11 blocs, 3 auditoires pouvant accueillir 600 étudiants de la faculté de médecine, sont également en construction afin d'offrir un cadre d'apprentissage répondant aux normes internationales. Selon l'ingénieur Esther Mpembe, le taux d'exécution des travaux est estimé à près de 65%. Nous avons 11 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc administratif. Il y a le cabinet de consultation des docteurs. Il y aura une entrée principale pour le malade. Il y a deux réceptions. Des réceptions, quelques toilettes au milieu. Là, pour le patient, de l'autre côté, il y a les toilettes des docteurs. L'université moderne de Kolwezi prend aussi progressivement forme. Érigée sur un site de 39 hectares, elle comptera 15 bâtiments, dont 5 destinés aux auditoires déjà construits avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants, soit 200 par auditoire. 4 bâtiments seront réservés aux homes universitaires capables d'héberger 768 étudiants dans des conditions conformes aux normes internationales. Des bâtiments administratifs ainsi qu'un laboratoire sont également en cours de construction. Selon l'ingénieur du chantier, le béton du laboratoire sera coulé avant les débuts de la saison des pluies. Du côté bypass, l'école moderne Umoja est elle aussi en plein chantier. Le rez-de-chaussée est achevé et le béton du premier niveau est déjà coulé. L'établissement comptera 27 salles de classe pour une capacité d'accueil d'environ 400 élèves, à raison de 30 élèves par classe. À quelques mètres de là, l'hôpital Umoja, dont les travaux sont exécutés à près de 85%, pourra accueillir près de 100
patient. Il disposera notamment des 2 blocs opératoires, d'un escalator ainsi que de plusieurs autres services. Ces différents chantiers témoignent de la volonté manifeste du gouvernement Masuka de doter la province du Lualaba d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Avant de prendre la revue de presse, sachez que après l'étape de Kamina dans le Haut-Lomami, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'agenda du chef de l'État dans la ville qu'il préfère prévoit notamment l'inspection des infrastructures d'utilité publique. En réaction, certains analystes économiques saluent cette descente sur le terrain du chef de l'État. Ils soutiennent à cet effet que cette initiative permettra de soutenir les efforts de développement amorcés par l'exécutif provincial. Suivez à propos le professeur Janou Pagna, expert économique, au micro d'André Ikoma et Ruben Manata. Nous voyons quand même que le gouvernement provincial est en train de fournir un effort et que s'ils ont fait appel au chef de l'État, espérons qu'ils vont nous présenter des infrastructures qui vont satisfaire toute la population parce que Lubumbashi c'est une grande ville, après Kinshasa c'est Lubumbashi, je l'ai toujours dit, et il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, de l'Europe, des États-Unis, alors nous devrons nécessairement avoir des infrastructures de qualité. Nous leur accordons la chance et que l'arrivée des chefs de l'État et que ce qui sera inauguré puisse nécessairement répondre aux normes et aux programmes que le gouvernement provincial a défendu au niveau de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, particulièrement dans la ville de Lubumbashi. La ville de Kolwezi, nous avons vu comment Madame la gouverneure Fifi, avec l'invitation du président de la République dans la conférence des gouverneurs, ce qu'elle a pu présenter comme infrastructure inaugurée par le président de la République. Je pense que dans la ville de Lubumbashi aussi, c'est ce que Martin Kazembe cherche à faire. Et à ce moment-là, quand nous allons voir les ouvrages qui seront dévalés à l'arrivée du président de la République, nous allons faire cette étude comparative-là pour voir si réellement Martin Kazembe a fait comme Madame Fifi, gouverneure de la province du Lualaba, a fait aussi lors de la conférence de gouverneurs qui a été organisée là-bas. Je pense que cette humiliation, si les Haut-Katanga doivent le faire, Lualaba doit le faire, Kinshasa, ville province de Kinshasa, Tanganyika ou Lomami, ça va booster le développement en République démocratique du Congo. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse maintenant avec André Ikoma. Bonjour. Bonjour, Jocelyne Mouteba et nous saluons aussi ceux qui nous sont à travers le monde. Alors pour cette sélection du dernier jour de la semaine, le potentiel titre dans sa page 2, Ebola, enfin la riposte scientifique à la variante Bundibugyo. Alors vous l'avez dit, dernière journée de la semaine, c'est avec énergie, avec joie que nous venons présenter cette revue de presse, comme vous venez aussi de le dire, une très bonne nouvelle. Parce que vous connaissez depuis que la 17e épidémie a été déclarée en République démocratique du Congo, Bundibugyo. Il se pose un problème, n'est-ce pas, du vaccin. Et là, vous avez la très bonne nouvelle, comme vous venez de l'annoncer, la République démocratique du Congo accueille l'essai clinique du traitement Ebopop. Voilà, Jocelyne, c'est le nom d'ailleurs du premier essai congolais destiné à améliorer la prise en charge, voulais-je dire, de malades. Dans le même temps, l'université d'Oxford en Angleterre, nous sommes là, lance le premier aussi essai chez l'homme du vaccin Shadox 1, justement spécifiquement conçu contre la variante Bundibugyo. Pour la première fois, la science ne court plus uniquement derrière l'épidémie, elle tente de la dévancer. Une évaluation, plutôt évolution, qui mérite d'être saluée, car derrière ces deux molécules se cache une réalité souvent ignorée. La RDC n'est pas seulement un pays confronté aux épidémies d'Ebola, elle est devenue le centre
principaux, l'un des centres principaux, n'est-ce pas, du traitement ou de recherche mondiale sur les maladies en urgence. Le chercheur congolais, les équipes, n'est-ce pas, de l'Institut national de recherche biomédicale, cliniciens et les autorités sanitaires accumulent une expertise unique qui mérite désormais à la communauté internationale. Jocelyne Mouteba. Prenons cette fois-ci Africa News qui titre dans sa page 3 Kinshasa Arena patine, Doudou Fwamba convoque comme 1000 vestes. Alors là aussi c'est un autre problème. À l'époque de Nicolas Gazadi, il y a eu un certain moment où les travaux étaient arrêtés. Et puis après, on a relancé les travaux avec notamment Doudou Fwamba que vous venez de citer. Mais un autre problème, c'est qu'un nouvel arrêt de travaux et un chantier déserté depuis 2 mois. Vous imaginez, Jocelyne, que le travaux n'évolue pas. C'est dans cette optique que, comme vous connaissez, la Kinshasa Arena, censée être, n'est-ce pas, le fleuron culturel et sportif de la capitale congolaise, donne de signes d'essoufflement. Le ministre Doudou Fwamba, dans cette optique, a convoqué, n'est-ce pas, les patrons qui gèrent le groupe turc Mulvest, comme vous l'avez annoncé. Question d'évaluer les contrats. Objectif, comprendre, n'est-ce pas, les décalages entre l'argent décaissé et l'état du site. Alors, Jocelyne, ce qu'il faut noter, c'est que sur 120 millions plutôt de dollars que coûte l'ensemble du projet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà versé 92 millions, soit 35 millions sous l'ancien ministre des Finances, Nicolas Gazadi, puis 45 millions et 12 millions sous Doudou Fwamba, soit plus de 3/4 du budget total pour un taux d'exécution qui ne suit pas. Et donc, c'est dans cette optique que Doudou Fwamba veut avoir la lumière. Pourquoi? Alors que le gouvernement congolais a beaucoup avancé 3/4 de l'ensemble du projet. Voilà, merci beaucoup André pour cette belle lecture. Merci beaucoup Jocelyne Mouteba. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir.